rentrée, bonjour et ravi de vous retrouver pour une saison de plus sur l'antenne de Canal 32. Le journal des sports accueille ce soir sur son plateau les triathlètes du TOS qui reviennent tout juste des championnats du monde de duathlon qui se déroulaient dimanche à Zofingen en Suisse. Avec nous aussi le PL3 Badminton qui débute leur saison le week-end prochain à l'occasion du championnat de France de National 3. Mais dans ce journal, il y a aussi toute l'actualité du week-end avec, regardez, en images du football. Avec les Stag B qui recevaient pour la seconde fois d'affilée à domicile l'équipe du Paris FC, une équipe de 3 toujours à la recherche de sa première victoire. C'était aussi la reprise pour la saison de course à pied. 200 athlètes avaient rendez-vous à Saint-Mémin pour la Joël Chrétien programmée dimanche matin. Et puis pour clore ce journal, nous évoquerons le tir à l'arc avec la très belle saison des Archers des Prés-Dorés d'Arcis-sur-Aube qui s'est achevée le week-end dernier par une qualification en Coupe d'Europe. Voilà pour le programme de ce soir et nous commençons tout de suite par faire un point sur l'équipe de l'Estac qui ne jouait pas ce week-end dans le championnat de France de Ligue 2. Les Troyens, pour rester dans le rythme, affrontaient donc l'UNFP, l'équipe des joueurs sans club. Une rencontre qui a permis aux recrues Caceres et Thuram notamment de parfaire leur entente avec leurs nouveaux coéquipiers. Les joueurs de Jean-Marc Furlan ont profité pour s'imposer en toute logique grâce à des buts de Jarja, Grax sur penalty et Djibril Sidibé en toute fin de rencontre. L'Estac affrontera Bastia, le Sporting Club de Bastia, vendredi au Stade de l'Aube pour le compte de la 6e journée du championnat de France de Ligue 2. Toujours en football, mais 3 divisions plus bas avec le CFA2. Et les Stag B entraînés depuis cette saison par Claude Robin, le directeur du centre de formation. Les réservistes troyens affrontaient samedi une autre équipe réserve avec le Paris FC. Et après 2 matchs, les Aubois totalisent un nul et une défaite en championnat. Ils étaient donc à la recherche de leur première victoire et pour la 2e fois d'affilée au Stade de l'Aube. Très certainement motivés par l'énergie de leur entraîneur suspendu et en tribune, les joueurs du Paris FC ouvrent rapidement la marque au quart d'heure de jeu par leur avant-centre Toko à la réception d'un centre en retrait d'Hébert. Comme la semaine dernière face à Cézanne, les Stag B encaissent donc un but très rapidement. Je crois qu'on a pris la bonne habitude de prendre des buts d'entrée et forcément ça rend ces jeunes encore plus fébriles quand ils l'étaient comme ils l'étaient aujourd'hui. Mais bon, les erreurs sont faites pour ne pas être recommises. Donc j'espère que voilà, ils vont retenir les leçons et petit à petit on essaiera d'avancer comme ça avec eux. Erreur effacée dès la 26e minute grâce à cette tête de Camara qui fait mouche. Un partout et c'est dommage car au vu de cette première mi-temps, les réservistes troyens méritaient de revenir au vestiaire avec plusieurs buts d'écart. D'autant qu'il faudra être patient pour voir quelque chose d'intéressant dans cette seconde période. Les Parisiens se montrent même menaçants à maintes reprises, mais ce sont les Aubois qui se montreront les plus réalistes et patients, surtout car il faut attendre la 87e minute pour voir Rother donner l'avantage à son équipe sur ce corner de Barreto, avant que Camara ne parachève le travail dans les arrêts de jeu. 3 buts à 1. La victoire est venue trop tard, on était serein. On était bien collectivement. On a pu su garder notre compétence dans le jeu. Dans le duel, on était présent. Parce que vu que ce qui s'est passé ce week-end dernier, c'était très dur pour ce soir. On a tenu le coup, on a parlé entre nous. Voilà, pour passer une victoire ce soir, c'était le mieux. Première victoire de la saison pour l'Estac B. Après 3 matchs, la saison des joueurs de Claude Robin est officiellement lancée. Oh, excusez-nous, on était à l'antenne. Des Troyens qui rejouent donc samedi encore une fois au Stade de l'Aube et cette fois-ci contre la réserve de Créteil dès samedi à partir de 16h. On regarde les résultats du championnat de France de CFA2 justement pour constater que la victoire de l'Estac B face à Paris FC a des effets au classement, forcément un petit peu, avec donc cette 8e place pour l'Estac B. Cézanne est toujours 3e du classement qui est dominé par Roy avec 12 points. Le Paris FC ferme la marche avec 3 petits points. Je vous le disais tout à l'heure, c'était la rentrée aussi pour les athlètes, puisqu'à Saint-Mémin, dimanche matin, était donné le départ de la première course de la saison avec la Joël Chrétien. Évidemment,
Tout le monde n'était pas encore présent au départ de la course, mais au moins, cela permettait de se faire une idée de la forme de chacun. Reportage. Ce n'était pas encore la foule des grands jours, mais il y avait quand même un peu plus d'une centaine de coureurs au départ de la Joël Chrétien. Une course divisée en deux parties, 6 et 12 km. Pour la plus rapide, l'Exo Alex Doria s'impose devant le Romillon Boutasgount après un long cavalier seul du coureur de Romilly, parti très fort au coup de pistolet. Alex Doria, lui, a su être patient. J'ai décidé de partir prudemment parce que j'ai fait un gros mois d'août et beaucoup d'endurance. Donc je savais que je manquais de vitesse. Donc j'ai préféré gérer ma course et attendre mon moment. Le 12 km s'est résumé à une démonstration de l'autre Aixois, Franck Parise, parti dès les premiers hectomètres du parcours à une allure impressionnante. J'avais décidé dès le départ de faire ma course. Je sais que même au 3e ou 4e kilomètre, je pouvais relâcher, mais je faisais ma propre course. Je luttais contre moi-même, je voulais essayer de ne pas faiblir durant les 2 tours. Le coureur du SD Exonaut s'impose donc à Saint-Mémin, même s'il regrette beaucoup le manque de concurrence. Enfin, il faut être réaliste, sans la présence de Grégory, Eric, ça ouvre toujours quand même les portes beaucoup plus vite. Hein. Les premières foulées ont donc été effectuées pour cette rentrée, une rentrée plutôt satisfaisante, notamment pour Florence Vandeval chez les féminines qui gagne le 12 km sans aucun souci. Toujours dans le domaine avec nous les triathlètes du TOS. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, vous étiez pour l'occasion à Zofingen en Suisse, pour 2 d'entre vous, Greg Zieba et Eric Pina. Des fortunes diverses, Greg, puisque vous avez dû abandonner donc, à cause d'un genou récalcitrant, alors qu'Eric Pina a fini épuisé. Ouais, 79e, et il faut dire que les conditions étaient apocalyptiques. On a terminé en courant dans 10 cm d'eau. Des trombes d'eau, moi j'ai jamais vu ça encore en triathlon ou en duathlon. Et Greg, cette douleur au genou qui datait du périple en Espagne. Exactement, depuis le début août. Donc j'abordais la course avec quand même dans un petit coin de ma tête l'idée que j'allais sans doute pas finir. Mais bon, je suis quand même assez optimiste de caractère et j'y pensais pas trop. Je me suis dit ça peut passer. Et dans tous les cas, j'ai fait la première course à pied, les 150 km de vélo. J'ai tenté la dernière course à pied de 30 km, mais la douleur était telle que j'ai pas pu finir. C'était plus prudent. C'était une première expérience de ce genre, Eric, championnat du monde de duathlon? Oui, championnat du monde de duathlon longue distance, c'est la première fois qu'on y allait, effectivement. Mais cette course-là était déjà réputée comparativement comme le Hawaï du duathlon, quoi. C'est la finale de la Powerman Series, donc c'est tout ça fait des années, depuis 1989, que c'est le plus grand duathlon du monde et je pensais que c'était très intéressant qu'on y aille, qu'on fasse un déplacement, faire partager des choses, puisque moi j'avais déjà fait 3 fois dans les années 90. Mais que je n'avais pas trouvé aussi dur que cette année. la vieillesse, malheureusement, peut-être. Alors, vous n'étiez pas accompagné par le fantasque Alex Doria pour ce coup-ci, vainqueur du 6 km. Bravo, d'ailleurs, vous pouvez l'applaudir, hein, il est sur notre plateau. Qui ne vous a pas suivi en Suisse parce qu'il préfère gagner le 6 km de Saint-Mémin. Mais probablement. Chacun ses priorités. Mais Alex, vous étiez du périple en Espagne du mois de juillet, je crois? Non, du mois d'août. Du début du mois d'août. Du 1er au 9 août. Qui vous a emmené en Espagne, donc 1600 km pour faire 3 Argelès, la limite de l'Espagne, donc à vélo. Pendant 9 jours. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ce périple? Une grande aventure humaine avec Greg et Eric. C'était vraiment, on a eu des gros moments de fou rire, des gros moments de détresse, des gros moments de chaleur, des gros moments de fraîcheur, parce qu'on est arrivé des fois, on avait tellement froid. Mais oui, vraiment... parce que vous avez grimpé les plus hauts cols du Tour de France. Eric en parlera mieux que moi, mais je pense qu'on a fait les plus hauts cols d'Europe, donc le col routier le plus haut d'Europe. Et voilà, on a fait pas mal de dénivelé. Ouais. Eric, c'est le spécialiste des cols, c'est lui qui a tracé le... Oui, effectivement, j'avais tracé le parcours. Et donc, on est passé par le col de l'Iseran, le plus haut col routier d'Europe. Et aussi, on a fait des grands cols avec le Galibier, le Mont Ventoux, le Grand Colombier et le passage dans les Cévennes. C'était vraiment un parcours magnifique, on a pris plein les yeux. C'est vraiment une belle aventure et il nous reste plein d'images. Est-ce que ça vous donne envie de refaire un périple de ce genre, Greg?
Oui, bien sûr, on y réfléchit déjà d'ailleurs, et on aura certainement une petite nouveauté, mais on n'en parle pas pour l'instant. D'accord, pas de scoop pour l'instant? Non, ça sera pour plus tard. Toujours avec Alex Doria, Ah oui, je crois qu'il va nous suivre partout maintenant. Il est supportable, ça va? Oui. D'accord. Alors bon, merci messieurs d'être venus sur ce plateau pour partager un petit peu de cette aventure, qui a été formidable, parce que c'était une première dans le genre, et puis pour Alex, on espère bien qu'il se perfectionne un petit peu. C'est le but. Pour, c'est le but. Parce que c'est lui le plus jeune de la bande. Et quand même, il nous a vraiment étonnés. Il a vraiment tenu toutes les étapes et vraiment un beau rythme. Et moi, j'étais vraiment étonné par sa performance parce qu'il n'a pas beaucoup. Il est jeune dans la compétition, il vient du football. Pas beaucoup d'expérience en vélo. Sachant que je me suis acheté un vélo au mois de février. D'accord. C'était pour dire. Il a été bien inauguré, bravo. C'est ça. Merci messieurs. Donc, on attend avec impatience le prochain projet qui promet beaucoup, j'imagine. On en reparlera, j'espère, Greg. Je pense. Pour clore ce journal, parlons à présent du tir à l'arc avec le championnat de France de Division 1 qui s'est achevé samedi dernier pour les archers d'Arcy. Et ils avaient tout pour être heureux, les Aubois, car ils ont achevé leur compétition à la 5e place pour la première fois depuis qu'ils sont en D1. Ce qui veut dire aussi qu'ils sont du même coup qualifiés pour la Coupe d'Europe. Depuis 5 ans que les archers des Prés-Dorés sont en Division 1, jamais Béranger Chaillot et ses partenaires n'avaient obtenu une si bonne place au classement. Habitués à lutter pour le maintien dans l'élite, les archers arcisiens ont attendu la dernière manche pour se hisser parmi les meilleurs et donc obtenir leur place en Coupe d'Europe. Au départ de la saison, il y avait des espoirs, pas forcément avoués, mais des espoirs tout de même. Finalement, ces espoirs ont été obtenus. Même si, quelque part, au dernier moment, on avait eu une information qui disait que peut-être il y aurait 3 clubs d'invités par ailleurs. Mais là, à la régulière, on est 5e et quelque part, c'est quand même ça qui est intéressant. Une compétition qui va s'ajouter au calendrier déjà très chargé des Aubois, d'autant qu'ils ne savent pas vraiment à quoi s'attendre dans cette compétition. On connaît les équipes qui seront là, les Françaises. Il y en aura 8. Chez nous cette année, puisque comme on sera le pays organisateur, on aura droit à 3 équipes de plus. Donc on connaîtra les 8 équipes. Après, les autres équipes, on ne connaît pas, donc on verra bien ce que ça donne, quoi. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance pour les Arcisiens, puisqu'ils avaient perdu à l'intersaison l'un de leurs meilleurs archers, Benoît Young. Celui-ci a été brillamment remplacé par Matteo Roccos, venu tout droit des Ardennes et qui s'est plutôt bien intégré. Le tir par équipe, ça me tentait bien. Et puis, je connaissais déjà Béranger et Vincent du fait que je tirais avec eux sur des entraînements de temps en temps. Et l'ambiance, elle me plaisait bien. Donc, quand le président m'a appelé pour me demander si une place, ça m'intéressait, j'ai dit tout simplement oui. Et puis c'était parti. Des Arcisiens qui ont donc bien intégré leur nouvelle recrue. Leur équipe est avant tout une bande d'amis, ce qui a sans doute fait la différence au cours de la compétition. On part toujours avec l'objectif de simplement se maintenir et donc on fait les choses le plus naturellement possible et ce qui fait qu'au final on s'en sort bien. Et je pense que les autres équipes le font peut-être avec plus d'objectifs, plus de pression, ce qui fait qu'il y a des moments où ils tombent contre des équipes qui, comme nous, qui sommes là juste pour se faire plaisir et ça va être à ce moment-là qu'eux ont une petite perte de performance et nous on prend l'avantage et on termine bien. Avec cette qualification en Coupe d'Europe, Arcis-sur-Aube montre qu'il est le seul club dans le département à évoluer à ce niveau et ça, c'est un exploit. On regarde les résultats de Motoball avec une bonne performance pour les suméistes donc de Troyes qui ont engrangé un match nul face à Valréas. 2 buts partout. De son côté, Neuville, le leader, a battu largement Robion 11-2 et Carpentras est allé s'imposer à l'extérieur face à Carpentras. 4-0 au classement. C'est toujours Neuville en tête largement devant Vougeaucourt avec 36 points. Le Sumo se maintient en 5e position avec 26 points. Nous sommes en compagnie du PL3 Badminton et ses représentants, Julien Garez, Caroline Fajot, la présidente, et Charles-Édouard Laraki, responsable de la communication notamment. Je me tourne tout de suite vers Julien Garez, le joueur majeur du championnat de France de National 3. Le championnat s'ouvre la semaine prochaine avec un gros derby face à Bar-sur-Aube.
J'ai cru entendre dire que les relations avec Bar-sur-Aube n'étaient pas au beau fixe. Je crois que vous attendez ce match un petit peu au tournant. Non, c'est complètement faux. Les relations sont bonnes entre les deux clubs. Il y a un peu de tension forcément, c'est un derby, donc nous on tient à le gagner si possible avec une victoire assez large. Après, pour nous, ce qui serait mieux, c'est que les deux équipes se maintiennent en National 3 toute la saison et l'an prochain. Et on verra un peu comment ça se passe ensuite, quoi. Mais le match, non. Sur le terrain, on verra qui c'est qui est le meilleur. Et puis, on est prêt. On a eu Thibaut Cambuza qui a fait un stage de 2 jours avec nous. Il nous a bien massacré pendant 2 jours. Ancien de Bar-sur-Aube, ancien du PL3 voilà. Et joueur de Dijon. Il a pris de son temps pour nous préparer pour la rencontre. Donc, on est prêt. On attend Bar-sur-Aube samedi à 16h. De pied ferme. De pied ferme. Est-ce que c'est la saison ou jamais pour monter à l'échelon au-dessus? Pas forcément, non. On est encore une équipe assez jeune, donc on prend notre temps. On ne va pas monter non plus trop vite. Donc on attend que les jeunes derrière soient prêts pour prendre la relève. Si on fait les playoffs, on ira faire les playoffs. Hein. On verra bien comment ça se passe. Mais non, c'est pas une priorité, quoi. Se faire plaisir et reste la priorité quand même pour l'équipe, quoi. Alors comment vous avez fait cette saison pour vous renforcer? Parce que vous avez perdu un élément d'expérience en la personne de Fanny Lambert. Oui. Par qui l'avez-vous remplacé? Et puis pourquoi vous n'avez pas cherché à vous renforcer plus que ça? On a estimé que cette année on n'avait pas forcément un grand besoin de renfort, même si on a perdu Fanny Lambert vraiment sur la dernière semaine de transfert, on va dire, entre guillemets. Donc on n'a pas eu trop le temps de trouver une fille d'un niveau assez équivalent, voire plus élevé pour jouer la première place. Donc malheureusement, on part avec un handicap contre Bar-sur-Aube parce que ils ont quand même une seconde très bonne recrue quand même, Frédéric Sandra, qui va nous poser beaucoup de problèmes. Et on a une idée derrière la tête et on va mettre en place. Fanny Lambert qui est partie à Bar-sur-Aube, on ne l'a pas dit d'ailleurs. Fanny Lambert qui est partie à Bar-sur-Aube et partie renforcer. La Nationale 3. Voilà, la N3 de Bar-sur-Aube. D'accord. Le groupe paraît pas difficile puisque a priori c'est de votre niveau, j'ai envie de dire. C'est un groupe, une poule très homogène, ça c'est clair. Il va falloir faire attention dès samedi contre Bar-sur-Aube et ensuite à Bar-le-Duc dans un mois. Parce que en 8 rencontres, ça va très vite. On peut perdre facilement 1 ou 2 matchs et commencer à stresser sur les rencontres suivantes. Voilà, donc c'est à nous de faire une bonne composition d'équipe, d'être clair, de savoir ce qu'on va faire et puis tout ira bien. On sait que l'an dernier, vous avez eu des problèmes de préparation. Est-ce que cette saison, vous abordez le championnat national 3 en pleine possession de vos moyens? En pleine possession, aujourd'hui non. Samedi, je pense, mais aujourd'hui non. Je suis un peu courbaturé du stage de samedi. Ouais. Mais tout le monde est prêt. On a fait un bon stage pendant 2 jours, là. Tout le monde est prêt pour samedi. La préparation a été forcément meilleure que celle de l'année dernière. Ouais. Donc, reste à voir samedi. Julien Guérez en pleine forme qu'on va retrouver samedi au COSEP 3. Pas parler avant de jouer. C'est curieux, tiens. Et Caroline, en préparant cette émission, vous m'avez dit que la saison dernière, les licenciés étaient en forte hausse. Inhabituellement? Inhabituellement, non, puisqu'on progresse, notre nombre de licenciés progresse d'année en année. Non, mais le pourcentage était assez élevé quand même. Les années précédentes, on était passé à peu près de 150 licenciés à 180 et l'année dernière, on a eu jusqu'à 210 licenciés. D'accord. Donc un nombre, surtout au niveau des jeunes, on a eu beaucoup de jeunes. Et donc on espère que cette année, on fera aussi bien. Est-ce que vous avez autant de créneaux que vous le désiriez? L'année dernière, on avait déjà récupéré 2 créneaux supplémentaires qui a permis de faire depuis 2 ans, on fait un cours débutant qui apporte justement peut-être un nouveau public, un public un petit peu plus loisir, qui peut justement se perfectionner au niveau du badminton, qui peut-être au départ ne venait pas chez nous puisqu'on était axé essentiellement compétition. Ouais. Et puis on a récupéré aussi depuis 2 ans un créneau le samedi de 10h à midi qui est un créneau un petit peu plus familial. D'accord. Donc, qui est loisir. Qui est loisir et compétition, c'est mixte. D'accord. L'avantage aussi du PL3, c'est que vous développez aussi des tournois de très bonne qualité, puisque un tournoi international qui commence à avoir une petite réputation. Et là, c'est Charles-Édouard qui peut m'en parler, puisque vous commencez à avoir, donc, je l'ai dit il y a un instant, une petite réputation, avec un partenariat notamment avec des Allemands au club au nom imprononçable.
Klein, comment tu dis? Wittersdorf. Voilà. Ah oui, je ne mentais pas. Effectivement. C'est vrai qu'eux aussi ont un tournoi chez eux en Allemagne, dont on a l'habitude de faire, c'est au mois d'avril. Et comme notre tournoi s'est ouvert au niveau européen, eux-mêmes ont l'habitude de venir, enfin ils l'ont fait l'année dernière en tout cas. Et donc on essaie de poursuivre cette logique en essayant d'ouvrir les frontières en Allemagne et même au-delà. On espère qu'on aura d'autres représentants européens cette année. Ouais. Donc au vu du succès du tournoi qui se tiendra cette année le 21 et 22 janvier, vu le nombre d'inscriptions qu'il y a chaque année, on est obligé de refuser un certain nombre de joueurs de BAD, notamment dans les catégories soi-disant les plus faibles, donc classées et D. Et pour cela, on a décidé d'ouvrir un autre tournoi, déjà l'année dernière, qui se déroule au mois de novembre. Et cette année, il sera donc il sera fin octobre plutôt, le 21 et 22 octobre. C'est ce qu'on appelle le tournoi régional de 3, mais qui s'ouvre de la catégorie non classée à la catégorie B. Du coup, on a 2 tournois. Le tournoi européen en janvier, c'est le gros rendez-vous, et l'autre tournoi au mois de novembre. Voilà, dont l'organisation a débuté pratiquement depuis l'année dernière. Oui, c'est ça. Parce que c'est quelque chose de très lourd à organiser. Merci d'être revenu sur ce plateau pour présenter un petit peu le club et surtout la National 3 qui débute la semaine prochaine avec Julien Garès donc en chef de file qu'on attend un petit peu au tournant. Merci, sympa. Et donc on sera donc sur le sol du COSEC 3 donc pour ce match, ce derby enflammé entre le PL3 et donc le club de Bar-sur-Aube qui vient de remonter en National 3 pour l'ouverture du championnat de France donc de National 3, je l'ai dit. Merci beaucoup et donc à la semaine prochaine pour le résultat. Avant de nous quitter, on évoque la reprise du basket club de Saint-André, effective depuis quelques semaines, remis de leur énorme déception qui les avait vus rater la montée en National 2 au cours du dernier match. Les Dria ont dû se reconstruire afin de pallier à plusieurs départs, ceux de Côté et surtout Mokoté Mapa, leur meilleur marqueur. La saison qui s'annonce promet d'être très compliquée pour le basket club de Saint-André. Après avoir frôlé la montée l'année dernière, le BCSA s'apprête à vivre des moments difficiles à moins de 3 semaines du début du championnat. Les Dria ont enregistré le départ de leur scoreur vedette Mokoté Mapa ainsi que celui de Côté et Cambronne. À cela, il faut ajouter les difficiles retours de blessures de Kramaï, Bokolo ou d'Anint. Olivier Perrin a donc dû se faire une raison en fixant un nouvel objectif plutôt inhabituel pour le club au bois. C'est le maintien, hein, on ne va pas se voiler la face. Voilà, après il faut apprendre les matchs les uns après les autres. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on a un calendrier qui est très difficile en début de saison et c'est vrai qu'on sait qu'on ne sera pas à 100% à la reprise. Les 4 premiers matchs vont être déjà très très ardus. On reçoit Récy ici le 4e, on ira à Saint-Dizier le 3e et on va à Joffre qui est jamais facile. Le BCSA a tout de même enregistré l'arrivée d'une nouvelle recrue avec Michael Kog, meneur expérimenté ayant joué en Pro B National 1 et National 2. Le numéro 4 Dria veut retrouver le plaisir de jouer après une saison compliquée à Longwy en National 2 l'an dernier. Je voulais une équipe qui gagne. L'année dernière, j'étais en N2. Voilà, on a fait une saison avec le plus gros budget de toute la N2. On descend. C'était un peu le bordel. Moi, j'ai envie d'un truc, un petit club familial où je me sente bien et puis que je puisse jouer au basket sans trop de pression. Et puis là, je sais déjà qu'il y a un bon coach. C'est pour ça que je suis venu. Pour son premier match de préparation, Saint-André s'est incliné à domicile face à Récy, qui sera dans la poule des joueurs d'Olivier Perrin. Une rencontre intéressante pour le coach Dria, qui a vu beaucoup de choses positives. Je retiens quand même, il y a des bonnes choses. Donc je veux dire, au niveau de l'intensité, on n'a pas pris l'eau. Je pensais que physiquement, on allait craquer beaucoup plus vite. Et puis bon, il y a quand même quelques satisfactions. Donc après, il va falloir que la mayonnaise elle prenne et puis il faut continuer de travailler surtout. Cela sera tout de même très difficile pour les Aubois d'obtenir le maintien en National 3. La saison qui approche a des faux airs de chemin de croix. Allez, tout de suite l'agenda avec vendredi, le rendez-vous football. L'Estac reçoit Bastia au Stade de l'Aube à 20h au Stade de l'Aube. Le lendemain, la rencontre de badminton, je vous l'ai dit, en National 3 entre le PL3 et Bar-sur-Aube à 16h au COSEC 3. Et puis enfin, en handball, toujours le même jour, à 20h30 au COSEC de Lannou-Lutel. Le HBSC en Coupe de France reçoit Lagny. Et on conclut donc ce week-end par la fête du sport le dimanche à partir de 10h jusqu'à 18h au complexe Henri Terré. Vous pourrez essayer tous les sports donc au complexe Henri Terré. Voilà, je vous laisse en compagnie de Mathieu Mercier pour le journal de Canal 32. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau journal des sports. À très bientôt.